2009, quand lancé MTN Mobile Money, il y avait à peine une dizaine de transactions par jour. Généralement, les programmes d'accélération, c'est bon, quand on dit aux gens, on va t'incuber, c'est vrai quelque part, on te donne une table, une chaise, on te donne Internet. Et puis chaque 3 mois, on te donne, on fait un petit after work là, avec des fours, des croissants et tout. Oui, on s'est inspiré de YC. Non, je ne le cache pas en fait. Je sais même pas donner la jouer. Ouais, je suis super intelligent. Je me dis, ah, c'est les plus riches. Non, pas du tout en fait. Ok. Je veux dire, non, je veux dire, il faut s'inspirer des meilleurs. Faut s'inspirer des meilleurs. Faut pas réinventer la roue. Il y a les meilleurs. Il faut s'inspirer des meilleurs. Je pense même que l'âge même idéalement pour lancer une start-up, c'est mal. C'est 35, la trentaine, quarantaine. Pourquoi? Parce que tu as une expérience en fait de la vie. Tu as une expérience d'entreprise en fait. Et tu sais apporter une certaine plus-value. Malheureusement, contrairement à ce qu'on nous oublie, c'est que le métier d'investissement est un métier d'enfant. C'est un exemple qui discute. Il y a des transactions que j'ai faites où il y a les deux valeurs qui sont là, et puis on met les valeurs à côté, et puis on s'assoit et on discute. Donc, merci Fabrice et bienvenue sur cet nouvel épisode d'Akinia Talks. On est ravis de t'avoir. Donc, je te laisse te présenter un peu ton parcours rapidement, ce que tu fais chez ABX Axel. Et ensuite, on se présentera moi et Christian pour enchaîner sur la suite de la discussion. D'accord, Fabrice Bayou, je suis, euh, je suis managing director chez ABX Axel, qui est ce qu'on appelle un fonds d'accélération. Généralement, les gens connaissent les accélérateurs ou les fonds d'investissement. C'est-à-dire, l'accélérateur, c'est j'ai une idée de start-up, moi-même, j'ai déjà mon MVP, mes premiers clients, et j'ai besoin de booster, de passer au second level. Donc, je rends un programme d'accélération dans lequel on va travailler ma strat, on va travailler mon produit, on va travailler mon compliance. Bref, on va booster sur ma startup de sorte à la rendre ready pour le next level. Voilà, ça, c'est ce que c'est un accélérateur classique. Un fonds d'investissement, un VC, Venture Capital plus précisément, c'est je vois une startup qui est intéressante. J'engage des capitaux en échange de parts en equity. C'est-à-dire, je dis par exemple, que tu donnes $1 million, puis donne-moi 20% de ta startup. Et puis, voilà, après, une fois que le délai est atteint, 5, 7 ans, je revends mes parts en espérant avoir fait de la plus-value. ABX Axel, on a structuré de sorte à ce que ce soit les deux, en fait. Ce soit ce qu'on appelle un fonds de synergie. C'est-à-dire, on lance un appel à cohorte. Donc, on appelle les startups, on les met dans un programme d'accélération de 16 semaines. Généralement, c'est une vingtaine, une trentaine qu'on sélectionne, en fait. Le programme des 16 semaines, qu'on dit, on travaille tout. Il y a la strat, il y a le produit, il y a le compliance, il y a le B2B, il y a le go-to-market, on travaille tout. Et à la fin, en fait, on regarde quelles sont la moitié moins des startups les plus pertinentes pour nous. On peut prendre les 10 meilleurs, on peut prendre les 7 meilleurs, on regarde, et puis celles-là, on leur fait une offre d'atteinte capital. Ok. Voilà. D'accord, ça marche. J'ai l'impression que quand je regarde un peu, enfin, tes dires, etc., sur les différents, en fait, c'est depuis 2009 que que t'as un peu ce rêve-là d'être investisseur. Enfin, enfin, t'es un passionné de tech, je dirais. Et depuis à peu près 2009, tu as ce rêve-là d'être investisseur. Comment t'es venu à peu près cette passion-là ou vraiment cet engouement-là pour la tech? Et comment tu l'entrevois aujourd'hui en Côte d'Ivoire notamment et dans la sous-région West africaine? Ouais, effectivement, en 2009, j'étais en poste, enfin, même 2009, je lançais MTN Mobile Money chez MTN. Et c'était, en fait, donc c'était vraiment un poste de project manager au- à la direction IT de MTN Côte d'Ivoire. D'accord, donc À ce moment-là. t'es un peu un des pionniers je vais dire, du mobile. Oh oui, vraiment. En 2009, quand on lançait, c'était. D'accord. Et c'était quoi un peu l'état de l'écosystème tech, on va dire, à ce moment-là? Franchement, Ouais, en 2009, quand on lançait MTN Mobile Money, il y avait à peine une dizaine de transactions par jour. d'accord. Ouais. Donc, vraiment, je veux dire, Là, j'ai rien. il y avait rien, quoi. Il y avait rien du tout, en fait. Et c'était vraiment nouveau parce que euh, pour envoyer de l'argent, en fait, on faisait encore les mandats par le car ou bien. Western Union, etc. Western Union, vraiment. Donc, Bon. le truc de Mobile Money, c'était encore flou parce que garder de l'argent dans le téléphone, ça semblait pas.
pas réaliste pour les gens, en fait. Et puis, tu avais des banques qui disaient, mais c'est les vont vivre quoi encore, qui étaient encore frileuses, en fait. Mais on sentait vraiment le produit. Donc, c'était pas juste lancer un produit novateur, mais fallait même vraiment le faire accepter, en fait. Voilà. Donc, c'était passionnant. Et en ce temps, je crois que quand je regardais, il n'y avait pas près de 5 ou 6 startups dans la région. Hein. Ok. Fintech, tu en avais peut-être 2 ou 3 en Côte d'Ivoire, tu en avais 2 à Dakar, tu en avais 0 à RDC, tu en avais peut-être une au Bénin. On va dire, aujourd'hui, tu en as des centaines, voire des milliers. Mais je veux dire, en 2009, ça n'avait rien du tout, en fait. Et j'ai commencé à me prendre de passion pour la finance parce que je disais, bon, en fait, j'étais passionné de technologie, en fait, technologie. D'accord. Et je me disais, la technologie, en fait, elle a besoin d'argent pour progresser. Mhm. Parce que, oui, elle a besoin d'argent pour progresser. Je ne vais pas donner les chiffres, en fait, du budget avec lequel travaille Point pour Mobile Money. C'est vrai que ça fait des années, mais bon, je ne vais quand même pas donner les chiffres, je reste Non, bien sûr. dessus. Mais la technologie a besoin de beaucoup d'argent. Et donc, quand donc, je regardais les histoires de Microsoft, de Facebook, donc je lisais constamment les revues, en fait, je cherchais sur Internet. Microsoft, Facebook, Amazon, et c'était en plein boom, en fait, 2008-2009, les sociétés étaient en plein boom. D'accord. En 2008-2009, c'est là que Facebook a apparu en Côte d'Ivoire. C'était des success stories que je regardais. Et je me rendais compte d'une chose, en fait, que pour que les technologies en arrivent là, il fallait que quelqu'un leur fasse confiance. Mhm. C'était soit un professeur qui décide de dessiner chaque injecter du capital, c'était soit des parents, comme c'est le cas comme pour Amazon, qui ont donné, les beaux-parents leur ont donné 300 000 dollars pour qu'ils commencent. Donc, il y a toujours des personnes qui ont cru, en fait. Et j'ai bien aimé ce rôle de la personne qui repère la technologie, qui y croit et qui l'aide à croître. Ok. Il faut que j'aille faire de la finance. Ok. Ok, non, c'est très, très, très intéressant. Parce que toi, à la base, tu as un parcours, je veux dire, en termes d'éducation scolaire. Avant 2009, du coup, tu as un parcours plutôt ingénieur, c'est ça? Il faut vraiment, oui, je fais un executive master en système d'information, Offshore Business Intelligence, Ok. et je le fais enfin, j'ai fini en 2006. D'accord. Donc, oui, mais en fait, l'IT, j'ai commencé en classe de seconde quand j'étais au lycée. D'accord. J'ai eu mon bac en 2000, donc imaginez-vous, je bossais sous MS-DOS, sur Windows 3.1, Windows 95, c'est sur ça que je travaillais en fait. Donc, c'était vraiment la base en fait que j'ai commencé à coder. J'ai commencé à coder sur Turbo Pascal. Puis c'est ce qu'on avait appris au lycée. Au lycée, je me suis dit non, je vais apprendre le C++. Donc, seul, j'ai commencé à apprendre le C++. En classe de seconde, j'ai développé mon premier jeu. Ok. Mhm. En DOS, c'était pas évident. Et C'est- après, j'ai développé un logiciel de cryptographe sous C++. Voilà, donc je veux dire, Ok. c'était donc vraiment, tout naturellement, tout le monde se disait, je crois qu'il devienne ingénieur informaticien. Tu vois, c'était la logique, en fait. Même si là, j'avais déjà commencé à lire les revues de finance et management, j'ai commencé à lire, mais bon, tout le monde voyait c'est- des dispositions naturelles dans tout ce qui est code. Donc, je dis à mon père, ton fils, là, il faut qu'il soit ingénieur informaticien. Il sera un peu déchiré. En fait, Ouais. du coup, je dis, même mes amis à qui j'ai fait le lycée, si j'allais leur dire que j'allais faire autre chose que l'IT, Mhm. ça n'a aucun sens. Moi, Même mes profs, quand il fallait. aujourd'hui, avec ton poste, on peut dire que tu es un peu les deux. Du coup, tu es un investisseur, mais c'est vrai que tu as toujours gardé un peu cette empreinte tech qui t'a suivi pendant tout au long de ton parcours. Et aujourd'hui, je pense que ton poste chez Avec Axel, regroupe, il mélange un peu les deux. Donc, tu es une position d'investisseur, mais aussi, je pense que ton background dans la tech t'aide aussi à accompagner ces entrepreneurs. Et je pense personnellement que c'est ça ma force. Parce que Mhm. investir dans la tech, c'est pas de l'investissement classique, en fait. Les métiers de la tech, c'est particulier vraiment. Je veux dire, acheter une start-up, investir dans une start-up, c'est pas comme racheter un hôtel. C'est pas comme racheter une centrale électrique, en fait. Ce sont vraiment des points différents. La start-up, ben, je prends un exemple, je dis, les GAFAM que vous voyez là n'étaient pas rentables sur les premières années. Bien sûr. Il fallait prendre le temps de construire le produit. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon la burn rate period. Mhm. C'est la période pendant laquelle la start-up construit le produit, arrive à une certaine période de maturité. Aujourd'hui, quand tu lances une start-up d'IA comme ça, les premières années, il faut construire le modèle IA, il faut l'entraîner. Donc, tu brûles du cash, en fait. Donc, quand tu investis, il faut être capable de comprendre le produit, comprendre le code, ce qu'il y a derrière, la technologie qu'il y a derrière, et comprendre comment est-ce qu'elle évolue. D'accord. Et là, le fait que j'ai un bon background
tech, que j'ai fait du code, ça fait que quand je parle en fait avec les fondateurs de startups, on se comprend en fait. Je les comprends. Je comprends qui est dans la tech parce que je suis passé par là. Et J'ai fait 24 heures, 48 heures en passant du temps à coder, 72 heures en passant du temps à coder, me nourrissant que des chips et de coca. Donc, je les comprends en fait. Et souvent, les gars de la tech, les fondateurs tech, ils ont du mal à parler avec les financiers parce qu'ils ont l'impression que c'est deux mondes. deux mondes différents, d'accord. Donc, on va dire que ce background-là, il t'aide vraiment. Ok, ok, ça marche. Ça marche. Et quand on t'entend parler, on sent vraiment que tu as cet amour-là pour la tech. Donc, en fait, j'aimerais un peu savoir à quel point est-ce que tu penses que l'innovation, vu qu'en fait, les startups, c'est vraiment des boîtes innovantes, à quel point est-ce que tu penses que cette innovation-là est aujourd'hui nécessaire pour le développement, je sais pas, de pays africains comme la Côte d'Ivoire, par exemple, ou alors de la sous-région ouest africaine. Donc, à quel point tu places cette innovation-là, à quel point tu penses que cette innovation-là a son importance? Alors, ok, là, je peux rentrer dans la théorie, mais je préfère accompagner une anecdote en fait. Et je Oui, pense bien que sûr. c'est important. Je la donne souvent, mais une anecdote qui est très importante. Parce que j'étais encore consultant et je devais aller dans un pays, le Niger, en fait, pour valider la capacité du microfinance et implémenter des produits financiers digitaux. Donc, j'y vais, je descends à Niamey, hôtel 5 étoiles, parce que tu es consultant, on te met dans les conditions. Puis j'ai dit, ah non, je ne vais pas faire ça. Faut que j'aille sur le terrain, en fait, pour voir ce qui se passe. D'accord. Donc, on m'emmène dans une ville qui est Dosso, qui est à 2 heures de Niamey. Euh, déjà, ça change vraiment. On me dit, non, faut que tu. Je dis, est-ce que c'est ici que les clients sont? On dit, ah non, les clients sont dans les villages. Je dis, non. Moi, je vais aller dans les villages, je vais bien voir comment ça fonctionne. Ok. Donc, le village s'appelle Moko. Il a 17 km de Dosso. Je me suis dit, bon, c'est comme Abidjan, c'est comme Paris, 17 km. Tu fais ça en 15-20 minutes, et puis c'est bon, tu es arrivé là. On a fait 2 heures de temps pour faire les 17 km. Ouf, ok. Parce qu'il n'y avait pas de route. Et parce que comme c'était une zone où il y a le terrorisme, donc tu avais des checkpoints militaires en fait. Ouais, pardon. Donc j'arrive, ce qu'ils appellent banque, c'est un grand tapacam, et puis tu as des nattes en bas en fait, c'est là que tout le monde s'assoit, tu vois. Et l'agent de crédit vient, il a son carnet, et puis il prend, et puis il note dans le carnet en fait. On était en 2021, on n'était pas en 1980. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante dans le village. Super. Donc, concrètement, comment est-ce que tu déploies des produits financiers digitaux là en fait? Je ne peux pas dire une banque de venir installer une agence là parce qu'il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce qu'elle fait? Le chef d'agence que tu dis que tu vas muter là-bas, il va déposer sa démission parce qu'il dit que tu as trop de plus. Mm. Donc, je demande après la discussion, je demande à faire le tour du village, c'est rapide, hein, c'est vite fait. Je vois de grands enclos à bétail. Je dis, d'accord, ça c'est quoi? On me dit, bah, la viande que tu as mangée à Abidjan, dans le choukouya, je ne sais pas, parce que les gars ne connaissent pas. C'est de la viande coupée en lames, en fait, viande de bœuf coupée en lames, en fait, Ouais. et frit, on frit ça sur du feu de bois, en fait. Ok. On dit, bah, c'est de là que ça vient. Et donc, vous êtes en train de me dire que des personnes qui brassent des centaines et des dizaines de millions de francs CFA, en fait, n'ont même pas une seule infrastructure financière, en fait, digitale. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de. Ok. Donc, comment est-ce que j'ai résolu ça? Que je suis revenu à Damé, j'ai cherché à discuter avec les startups de la région. J'ai dit, bah, quelles sont les startups? Parce que là, on a un problème, là. Oui, bien sûr. Les femmes cherchaient des petits montants, 50 000, 100 000, juste pour acheter l'arachide, pour pouvoir planter et puis vendre de l'huile ou de la pâte pour s'en sortir. Vraiment, des pico-crédits, des nano-crédits comme ça. Ouais. C'est vraiment des problèmes concrets, en fait, parce que quelqu'un, si sa femme doit accoucher, tu n'as pas dit de faire 17 km à pied pour venir chercher, faire le trait dans une banque, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, les startups me disent, écoute, nous, on peut mettre en place un serveur vocal. Les gens appellent, ils ont leur solde, ils peuvent faire des mouvements simplement avec la voix. Et mieux, le serveur vocal peut même parler le Hausa, bref, la langue de la région. Je dis, waouh. Ok. Il y en a qui a dit, écoute, on peut déployer une solution via USSD. Donc, les startups m'ont permis d'avoir des réponses claires, pratiques et pragmatiques aux problèmes des gens. Mhm. Quand on me parle d'innovation, moi, c'est cet exemple que je donne, en fait. Ok. Les startups savent déployer des solutions, qui permettent de répondre aux besoins concrets des gens, en fait. Il suffit juste qu'on les finance et qu'on les accompagne. Voilà. D'accord, ça marche. Ok. Non, non, très, 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 très intéressant. Merci pour cette anecdote. Je pense que ça clôt un peu la partie sur ta présentation. Et je pense qu'on pourra revenir après dessus.
Juste avant de continuer, voilà, j'aimerais aussi qu'on se présente avec Christian. Voilà, on est tous les deux cofondateurs d'Akinia. Akinia qui est une solution d'agrégation et d'intelligence financière à destination des investisseurs, des conseils financiers en Afrique. Notre but, c'est vraiment simplifier l'accès à l'information, à la data sur le continent et également que ça puisse aider un maximum de personnes à prendre des décisions, on va dire, basées sur des vrais chiffres, pouvoir vraiment structurer les données et aider un grand nombre de personnes qui aujourd'hui en ont besoin. Donc, sur ces besoins-là, si on revient vraiment sur ABX et sur ton poste là-bas, j'ai envie de voir vraiment de façon simple. Pour toi, c'est quoi un peu la différence entre un incubateur, un accélérateur et un startup studio? Et je veux dire un peu comment tu vois ABX parmi un peu ces trois volets-là? D'accord. Oui, effectivement, c'est différent. Euh, un startup studio, je vais si je suis un startup studio, qu'est-ce que je fais? Moi-même, moi-même, le studio, j'identifie l'idée business. Ok. Je peux dire, OK, je veux déployer. Je pense que aujourd'hui, les gens ont besoin d'une intelligence artificielle pour analyser les états financiers. Enfin, moi, le studio, je décide ça, en fait. Donc, du coup, je cherche des personnes qui vont exécuter l'idée que moi-même j'ai trouvé déjà. C'est vraiment ça le point d'un studio. Donc, je vais recruter un CEO, un CTO ou un CMO. Je vais leur apporter le capital pour développer le MVP, pour faire les premières études, en fait. Et puis, quasiment après, pour lancer la startup. D'accord. Ça, c'est ce que le studio fait. C'est-à-dire, D'accord. le studio est, lui, à l'origine de l'idée business. D'accord. Donc, si on prend un exemple ici, on parlera sûrement d'une studio qui est à Abidjan, qui fait très bien. Pas habituel, mais il y a d'autres aussi qui n'y Ventures, le bon, si je ne me trompe pas, en fait. Un startup studio qu'on compte se lancer aussi, en fait. C'est le même principe. On trouve l'idée business, on cherche les personnes pour implémenter l'idée business. C'est ça. Un incubateur accélérateur fonctionne différemment. Là, c'est le fondateur a son idée business. Le fondateur a son idée business. Il a commencé à la développer. Enfin, dans le cas d'un incubateur, mais généralement, il vient juste avec l'idée de la développer. Dans le cas de l'accélérateur, au moins, il a commencé il a eu le MVP, genre la première version de l'application. Il se forme, il a le premier client et maintenant, il vient vers l'accélérateur pour passer à un autre niveau. Donc, dans le cas d'un studio, c'est le studio qui donne l'idée business et recrute des personnes pour l'exécuter. Mhm. Dans le cas d'un incubateur accélérateur, la personne vient avec son idée, son projet et son entreprise. Je ne sais pas si on voit bien la différence entre ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas D'accord. pareil du tout. D'accord, ça marche. Et ici, du coup, avec ABX Axel, pourquoi avoir peut-être choisi cette brique-là d'inclure une sorte de fonds d'investissement dans l'accélérateur? Euh, Pour pouvoir répondre, parce que c'est à des personnes tu as des personnes qui ont de belles idées. Euh, oui, parce que en fait, j'avoue, c'est venu aussi quand je fais mon executive master. Bon, pour revenir à ma formation, comme c'est que je dois faire l'investissement, je fais un executive master en corporate finance à l'EMBA. ok, Parce que c'était la finance d'entreprise, travailler sur les valos, tout ça là, faire les BP. Et j'ai fait aussi un executive master international business à ESCP. Ok. Et voilà, ESCP, Espagne. Donc, je vais dire, quand je fais ESCP, en fait, mon mémoire de fin enfin, ma thèse, en fait, était justement sur un studio. Donc, donc j'ai pris le temps d'analyser l'environnement startup et les besoins. Et qu'il y avait deux besoins qui ressortaient, le financement et l'accompagnement de la structuration. Je lui ai dit, bon, tu prends quelqu'un dans une startup, il est tech. C'est un bon codeur, il sait cracher du code. Franchement, c'est un bon gars de la tech. Sauf que il n'est peut-être pas bon en business. Mhm. Il ne sait pas trouver le bon modèle économique. Il ne sait pas faire de prévision financière. Tu ne peux pas lui en vouloir. Il ne sait pas faire. C'est pas son, je vais dire, chacun son métier, en fait. Bon, nous, on est un peu trop sur ça, mais c'est vraiment rare. Tu vois. Donc, voilà. Donc, cette personne a besoin d'un accompagnement. Voilà. Qu'on lui dise, écoute, ton produit, voilà comment ça marche, ça, voilà comment ça passe. Voilà que ça, son produit n'est pas bon. Il y a des personnes qui ont de bons produits, mais qui sont crachées parce qu'ils n'avaient pas le bon modèle économique. Mais faire un modèle économique, c'est un métier. C'est un métier. C'est un boulot, c'est un métier. Mhm. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de reprendre nos deux besoins, et le financement, et le, et Accompagnement.
et l'accompagnement. Et nous, par exemple, l'avantage, c'est que comme on sait que tu l'as passé dans le programme d'accélération, dans le programme d'accélération, on a pris le temps de corriger tes failles, tes problèmes. Ok. Tes failles. Si c'était le complet, on n'a pris le temps de corriger ça pendant le programme d'accélération. Si c'est la stratégie qui n'est pas, bonne, on a pris le temps de corriger ça, etc., etc. Donc, quand après on investit, on est sûr d'avoir dérisqué en fait la startup. Ok. Parce qu'un fonds classique, en fait, la startup vient le voir avec ses faiblesses. Nous, quand tu passes en fait dans un programme d'accélération, on est sûr d'avoir travaillé tes faiblesses. D'accord. C'est comme on va dire quand tu rentres dans tu as un centre de formation pour le football. Bah, quand le club veut te recruter après, ils savent que bon, dans le centre de formation, tu as appris à faire une passe. Ils ont déjà bossé sur toi encore, figure. Voilà, en fait, ils ont bossé sur toi. Ils ont appris une passe. Tu sais comment passer de 4-4-2, 1-3-5-2. Bref, tu sais comment le faire, en fait, tu Bien vois. sûr. Du coup, on a pris le temps de dérisquer la startup. Donc, on investit. On est sûr de réduire le start-up failure rate, en fait. Vraiment de le réduire parce qu'on a pris le temps de travailler là-dessus. Donc, ça sécurise pour nos investisseurs et ça, c'est tant mieux pour la startup. On a pris le best of both worlds, en fait, si on doit dire les choses aussi. D'accord. Donc là, en gros, tu nous décrives un peu le modèle de ABX Axel, mais est-ce que maintenant, enfin, on sait que ABX Axel a été lancé normalement en 2025, enfin, si je ne me trompe pas, normalement c'est ça, 2025. Là, tu as pris le temps de décrire un peu le modèle. Est-ce que tu pourrais juste revenir un peu à la genèse du projet, avec qui tu travailles, vraiment les équipes avec qui tu travailles, comment tu structures tes équipes pour te rassurer du coup que tu vas bien aider les startups choisies dans la cohorte dans cette accélération-là et ensuite en route vers le premier investissement. Donc vraiment, on veut savoir le maximum, enfin, avoir le maximum de secrets sur ce qui est, D'accord. ce que tu peux nous dire, quoi. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Daouda Koulibaly, qui est Sama Holding Money, qui a lancé des microfinances, un transfert d'argent, tout ça. D'accord, C'est lui vraiment qui était à la base de ABX Axel en lui-même, en fait. d'accord, Donc, on s'était croisé dans une formation de VC. d'accord. Formation de VC, et vraiment, c'était sympa. Donc, on a échangé. Donc lui, il est entrepreneur. Donc lui, en gros, monsieur Il est entrepreneur, mais vraiment, Koulibaly est entrepreneur. depuis longtemps, en fait, il connaît les défis d'entrepreneur, en fait. Et il s'est D'accord, rendu oui. compte. Je lui ai dit, il y a des choses. Donc, il a dit, bon, donc, il a pensé à ça. Et quand on discutait, on a rendu compte que lui et moi, on était alignés sur la même pensée. Comme j'ai dit aussi, quand j'ai fait, enfin, au niveau de ESCP, en fait, j'avais déployé la même solution, la même pensée, en fait, dans ma thèse. Je me disais que c'est un truc comme ça qu'il faut pour l'Afrique. Donc, comme on a vu qu'on était alignés, on s'est dit, bon, pourquoi si on ne travaillerait pas ensemble? Je veux dire, moi j'avoue que c'était beaucoup de salariat, hein. Pas beaucoup d'entrepreneuriat. J'ai fait MTN, Deloitte, Société Générale, Orange, en Donc, fait. c'est des grosses sociétés bien structurées, etc. Voilà, donc je veux dire, Très, j'avais très l'approche différent. du salariat, de l'entrepreneuriat brut. Bon, c'est vrai que j'ai accompagné aussi des startups de mon point de vue de corporate, parce que c'est toujours. Après, les clients des startups, souvent, c'est les corporates. Donc, je leur donnais mon point de vue, mais Daoud a vraiment apporté ça à la touche entrepreneuriat. Puis dire, ah, mais quand l'entrepreneur, voilà les défis. Donc, du coup, c'était intéressant. C'était complémentaire. Donc, il m'a dit, bah, écoute, j'aimerais que tu reviennes à la faire. Je dis, ouais, je pense que oui, parce que ça matchait un peu avec un projet que j'avais. Donc, j'ai accepté. Puis voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça devait se lancer beaucoup plus tôt, mais j'étais toujours à Orange. Donc, je n'avais pas lâché Orange, en fait. Je suis allé au bout de mon contrat à Orange, qui s'est fini en janvier 2025. D'accord, Et donc, je dis, ah ben non, moi, je vais finir quand même Orange, je vais finir mes projets Orange qui étaient très intéressants. Donc, d'accord. quand j'ai bouclé, ils ont dit, on fait quoi? J'ai dit, bon, d'accord, c'est bon. On peut commencer ensemble. Je pense que j'ai fini Orange, c'est bon là. On peut lancer. Donc là, tu viens de nous raconter comment tu as rencontré ton associé, comment vous étiez alignés sur à peu près la vision. Et à quel moment est-ce que vous avez lancé? Maintenant, c'est quoi le premier jour? C'est quoi le premier jour? Je suis avec Axel. Qu'est-ce que vous faites le premier jour? J'imagine bien que vous avez un immense réseau derrière, vu ce que tu as fait enfin, on ne m'a pas dit que tu es passé de Deloitte aussi. Vous devez avoir un immense réseau derrière, le réseau de MTN, le réseau d'Orange, avec son réseau à lui entrepreneurial. J'imagine que vous devez vous rassurer de ça. Donc, c'était quoi le premier jour en gros? Enfin, c'était quoi les premiers jours même, je dirais, je suis avec Axel, voilà, avant le démodé, enfin, on dira ce que c'est le démodé après, avant le démodé, qui était Valider, le 4 juillet dernier. valider le programme d'accélération. S'assurer qu'on a un programme d'accélération qui répond vraiment aux besoins, en fait, comme je le disais. Ok. Tu vois, je le dis, c'est pas méchant, mais ça m'a fait un peu mal, en fait. Parce que quand je dis à des amis, ah, c'est bon, on lance un programme d'accélération, on lance un fonds d'accélération. Je dis, encore. Tu vois, ils ne me croyaient pas. Parce que pour eux, généralement, les programmes d'accélération, c'est
Bon, quand on dit aux gens, on va t'incuber, tu arrives quelque part, on te donne une table, une chaise, on te donne l'Internet. Et puis chaque 3 mois, on te donne, on fait un petit after work là, avec des fours, des croissants et des jus. Et puis on dit, ouais, D'accord. voilà. Ok. Donc vous êtes vraiment assuré que vous avez l'expertise derrière dans tous les Pour domaines. accompagner, en fait. Ah, exactement. Voilà. Ok. Et c'est un peu là, en fait, toute mon expérience de consultant a joué parce que il fallait mettre en place un programme pour trouver les personnes qui étaient capables de matcher, en fait. Avec, quand on dit on va accompagner sur la strat ou ou sur les B2B, fallait trouver quel est le bon programme, en fait, à mettre en place pour accompagner sur les B2B. Tu vois. Je parle, déjà, je le dis, c'est pas méchant, mais on a zappé tous ceux qui n'étaient que formateurs ou universitaires. Mhm. Aller dessus, vraiment. Je dis, par exemple, ceux qui nous accompagnent sur le B2B sont les personnes qui sont directeurs, soit qui ont été directeurs commerciaux ou bien directeurs partenariat, tu vois, dans de grands films de Visa. Ceux qui nous accompagnent sur le pilotage de l'activité sont les personnes qui sont directeurs généraux de microfinance ou directeurs généraux à la zone de microfinance. D'accord. Donc, des personnes qui ont l'habitude de monitorer des PME qui sont là. Vraiment des personnes, des praticiens. D'accord. Donc quand tu dis qu'ils vous accompagnaient, c'est que vous les avez pris comme consultants entre guillemets, ou alors ils ont vous avez d'autres arrangements avec eux sur ce Non, projet-là. ils sont consultants D'accord. Ok. ces consultants, ils donnent, enfin, il y a le programme d'accélération, déjà, il y a les cours magistraux qui sont donnés, en fait. Un cours classique qui est donné par un praticien. Donc, par exemple, faire le cours sur le B2B, un cours sur le produit, un cours sur le compliance, on a différents cours, en fait. Il y a quelqu'un qui vient donc, il y a l'expert qui non seulement donne le cours, Oui. mais après, on lui donne des startups à accompagner. D'accord. On sent bien, quand c'est une startup qui est vraiment trop acceptée, qui a besoin de renforcer sa technologie, on lui affecte un consultant qui a, par exemple, 20 années d'expérience en architecture logicielle. C'est lui qui sera l'expert coach de la startup, en fait, pendant le programme, en fait. Donc, ils vont travailler ensemble, ils vont se poser la startup lui posera des questions, il va répondre, ils vont bosser ensemble, en fait, pendant les 16 semaines. Donc, c'est comme si, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment, on sent que son point, c'est qu'il n'est pas allé sur le compliance. Celui qui va l'accompagner, l'expert coach qui va l'accompagner, en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un vraiment qui est, par exemple, chef de cellule de lutte anti-blanchiment d'argent dans une banque. D'accord. Ok. D'accord. Ok. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, en fait. D'accord, ça marche. Ok. Non, non, vas-y, Christian. Donc en même temps, je veux dire, les entrepreneurs de la cohorte, en même temps, ils prennent, on va dire, des connaissances, ils prennent de la pratique, et en même temps, on va dire qu'ils augmentent leur réseau aussi, enfin, en termes de Ouais. qualité des intervenants du coup que vous avez fait avec cette. Oh, Ok, ça oui, marche. D'accord. Donc j'imagine que les intervenants du coup que vous avez recrutés, c'est, enfin, l'accélérateur, vous l'avez lancé du coup avec vos fonds propres, j'imagine, ou alors vous avez d'autres choses qui ont été mises en avant derrière pour. euh, je ne vais pas rentrer dans les détails du financement, mais oui, ça se lance sur fonds propres généralement. C'est le cas de tout fonds d'investissement. D'accord. Tu ne lèves généralement pas de fonds la première année, en fait. Tu fonctionnes sur toi-même déjà. Vous êtes en Parce place? que, parce que tu as besoin de prouver ta capacité à tenir tes engagements. C'est Ok, comme ça que ça marche, en fait. d'accord, ça marche. Les investisseurs ont besoin que tu te regardes faire d'abord, que tu prouves ta capacité à tenir des engagements. Une fois que ça c'est fait, parce que quand on dit c'est l'argent des gens, Ah, Oui, ouais. je dis, le gars, il a saigné toute sa vie pendant 20, 30 ans, il a mis un petit spécule de côté, bah, c'est carrément sa retraite. Donc, avant de te confier, il faut qu'il s'assure que Tu es quelqu'un de solide. tu es quelqu'un de solide, donc tu as de la crédibilité. Tu ne vas pas confier ce premier qui dame venu, c'est clair. d'accord. Non, non, c'est très intéressant. Merci pour ce point-là. Donc, ouais, là, tu as parlé un peu vraiment des personnes qui vous aident qui vous ont aidé à structurer ABX, un peu de la genèse. Et de l'autre côté, voilà, ce qu'on aimerait savoir, c'est un peu comment vous vous êtes fait connaître, comment vous êtes allé chercher les premières startups à accompagner, comment elles vous ont connu et comment vous avez reçu un peu les premières candidatures. LinkedIn, Facebook. LinkedIn? En fait, on a lancé des appels à candidature, tout simplement. D'accord. D'accord. Et Et puis, j'avoue que là, je pense que le réseau a joué parce que beaucoup de start-upers me connaissaient Daouda. Donc, ils ont su qu'on a lancé. Bon, ils se sont dit, bon, il y a des personnes crédibles qui sont à la tête. OK, on peut faire confiance, en fait. On peut faire confiance.
Et comment vous rassurez d'avoir le meilleur batch possible d'entrepreneurs? Mon parcours de consultant joue, en fait. J'analyse, je fais un diagnostic. Je reçois les idées, je fais un diagnostic. J'analyse les différentes startups, les différents projets. Euh, je fais une première, généralement, on reçoit 200, 300 candidatures. Et j'essaie d'éliminer les 2 tiers déjà. On regarde les 2 tiers, et puis après, on en garde 100 pour un entretien oral. D'accord. Et on discute avec chacun, on essaie de les comprendre, et on en garde 30 finalement. Et c'est quoi vos critères de sélection un peu? Enfin, si on peut avoir pour les Euh, gens qui nous écoutent qui aimeraient peut-être faire un prochain batch. bon, on est focus tech. Donc déjà, faut déjà du start-up de la tech, en fait. D'accord. Donc, Euh, le produit doit être technologique. Technologique. Il faut que tu aies au moins MVP qui soit sur place. D'accord. Donc MVP minimum viable product. Donc quelque chose. C'est-à-dire, voilà, en fait, le MVP, c'est-à-dire qu'il y a une première version de ton produit. Même si elle n'est pas parfaite, mais tu as une première version de ton application, de ton produit qui est là, en fait, qui est utilisable, en fait. Voilà, donc D'accord. c'est le point. Donc c'est vraiment ça, hein. Après, bon, même si tu as 1 an d'existence ou 6 mois d'existence, peu importe, hein, si ton MVP est prêt, on va pas te charter là-dessus, quoi. Voilà, D'accord. c'est vraiment ça. D'accord, ça marche. Et avec ce que tu nous dis là, ça me fait penser, enfin, je suis désolé de faire la comparaison directement, ça me fait penser à YC directement. Donc, le Y Combinator, qui est l'un des plus gros accélérateurs du monde, qui a fait naître des startups comme Stripe, Airbnb, etc. Donc, je pense que vous en inspirez un peu, enfin, peut-être je me trompe, hein, tu me diras, je pense que vous en inspirez un peu. Et si vous en inspirez, de quelle brique est-ce que vous vous inspirez d'eux? Comment est-ce que vous voyez ce modèle-là Oui, oui, on s'est inspiré de YC. Non, je ne le cache pas, en fait. Je ne sais même pas de me la jouer. Ouais, je suis super intelligent, mais c'est assez de réfléchir. Non, pas du tout, en fait. Ok, Je veux dire, non, je veux dire, il faut s'inspirer des meilleurs. Mhm. Faut s'inspirer des meilleurs. Faut pas réinventer la roue. Il y a les meilleurs. Il faut s'inspirer des meilleurs. Ils sont bons, ils sont brillants, ils ont mis quelque chose qui marche. Bon, why not? Je le dis souvent, l'idée pour nous, c'est d'être le Y Combinator d'Afrique. Euh, Vraiment, parce que s'ils sont bons, ils sont brillants, voilà, ce sont les meilleurs. Faut pas cracher là-dessus, quoi. Ils sont bons, ouais, voilà. Donc, l'idée, c'est d'être le Y Combinator d'Afrique. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes potentiels. Je suis pas, c'est pas très sûr que je sois aujourd'hui capable de faire intervenir Sam Altman lors d'un cours que je donne, ou bien de faire discuter l'une de nos startups avec Sam Altman ou bien Elon Musk. il faut bien Mais commencer quelque part. j'ai espoir que un jour, peut-être que j'y arriverai. Un jour, j'y D'accord. arriverai. Peut-être qu'un jour, Bill Gates interviendra lors de nos masterclass. Pourquoi pas? J'aimerais bien que ce soit le cas un jour. Non, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une belle ambition. Voilà, vous avez commencé il y a à peu près 9 mois, donc d'avoir cette ambition, je pense que ça crédibilise aussi le projet et ça montre aussi que vous êtes amené à croître et à, et à faire toujours mieux. Il y a un truc, non, vas-y. Non, c'est bon, je disais oui, mais vas-y. Non, non, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est un peu, donc tu as parlé de technologie. Aujourd'hui, la technologie, ça peut être vraiment assez diversifié. La technologie, tu la vois dans la fintech, tu peux avoir des agritech, tu peux avoir toutes sortes d'entreprises qui utilisent la tech. À quel point tu penses et dans votre choix de startup, ça doit être prédominant? On finance la tech. Vraiment, on finance que la tech. D'accord. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, en fait. C'est-à-dire, si tu viens avec une idée d'hôtel, Mhm. je vais chercher, OK. Où est la tech dedans, en fait, tu vois. D'accord. S'il n'y a pas de tech, généralement, c'est un no-go. Je sais pas, je sais pas qui disait, je sais pas qui disait, j'ai oublié le nom, mais c'est l'un des célèbres investisseurs qui disait, on investit dans ce qu'on connaît. Ok, On Mhm. investit dans ce qu'on comprend. Warren Vous Buffett. avez vu mon parcours, c'est un parcours qui est très tech. J'ai baigné dans la tech, j'ai fait des structures tech, j'ai fait beaucoup de tech. J'ai pas fait, j'ai pas fait l'hôtellerie, j'ai pas fait l'agro-pastoral. Non, pastoral, oui. Franchement, j'ai pas fait, en fait, j'ai pas fait l'ingénierie mécanique, j'ai pas fait ça. C'est la tech que j'ai fait, donc je préfère investir dans ce que je connais. Ok, Parce que c'est là où je peux challenger le fondateur. C'est là que je peux challenger le modèle économique. C'est là que je peux challenger le produit. Parce que c'est d'accord, ce que d'accord. Ok, ça marche. Là, j'aimerais un peu faire peut-être focus sur 2 points. Donc, en gros, est-ce qu'on pourra avoir des petits tips produits
go-to-market que tu donnerais à des entrepreneurs qui intégreraient avec Axel aujourd'hui? Donc vraiment, si on fait un focus sur le produit et le go-to-market. Bon, ce que je dirais, c'est faut aller sur faut vraiment, ton focus doit être le product market fit. Le product market fit, c'est un produit qui fit avec un marché spécifique. Il y a beaucoup de start-up qui ont de très bonnes idées de produits et il n'y a aucun marché, en fait. Mhm. Donc, vraiment, dans ta tête, c'est le product market fit. Je l'ai dit, enfin, je vais le matraquer encore, quoi. Maintenant, c'est un second point que je devrais aborder, je dirais scalabilité, en fait. Est-ce que ton produit est scalable? Est-ce qu'aujourd'hui, scalabilité, ça veut dire que ton produit peut croître. Le nombre d'utilisateurs va croître, en fait. Parce que ton produit aujourd'hui, même s'il est utilisé par 10 personnes, on est sûr que dans demain, il pourra avoir 10, 20, 200 millions de personnes qui vont l'utiliser. Voilà. Sauf si c'est vraiment un produit de niche, ce qui est possible aussi. Bien Mais sûr. il faut que ton produit soit scalable. Donc, vraiment, mon point, c'est le product market fit. Ça, je l'aurais dit, quoi. Il faut vraiment être focus dessus. Donc, ok, donc si je rebondis dessus un peu plus terre à terre, quand les startups, du coup, elles ont intégré la cohorte 1, comment est-ce que vous avez travaillé avec eux pour itérer sur leur produit, pour valider leur go-to-market, etc. Alors, c'est comme quand tu es malade, il n'y a pas de diagnostic standard. Un Ok. médecin, un médecin qui vient à l'hôpital avec la même ordonnance pour tous les malades, c'est pas un bon médecin. Ah, ok, c'est pareil. Mhm. D'accord. Peut-être que c'est là mon passé de consultant, mon truc, parce que la capacité à diagnostiquer, analyser une startup et puis comprendre en fait, elle, quelles sont ses forces et ses faiblesses et travailler là-dessus. C'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a rien de. D'accord. Est-ce que sans citer de nom, tu pourrais me donner un exemple? Et aujourd'hui, enfin, sans forcément citer de nom, Non, ce n'est pas justement. C'est la confidentialité oblige. ok, ok, Et ça va. vraiment, parce que je pense D'accord. que même si je ne sais pas son nom, elle va se On va s'en retrouver. connaître. Ouais. Ok. Ok, ça va. Ah, pas de Ok. souci, mais au moins, est-ce que tu pourrais expliquer un peu en quoi consiste le programme? Donc, si on fait un peu un horizon temporel, donc vous arrivez chez ABX en janvier, vous structurez un peu l'offre et que vous allez proposer aux, euh, aux startups. Vous sélectionnez à peu près les meilleures startups que vous voyez donc, parmi les 100 que vous avez vus en entretien. Et ensuite, quand les startups arrivent, comment ça se passe? Comment vous les onboardez, on va dire, dans ce programme? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça? Bah, une fois que tu as accepté, une fois que tu as fait ton entretien et que tu as accepté, tu reçois le mail. euh, et puis, voilà, tu vas recevoir les mails qui vont te donner tes coachs, les experts, qui vont te donner le programme. Voici les cours que tu as à faire, voici ceux qui vont t'accompagner. Et tu es tenu d'assister aux cours, tu es tenu à faire les exercices, les assignments, comme on le dit. Tu es tenu je sais pas, discuter, avoir tes discussions avec tes experts, ceux qui vont te coacher. Voilà. Et ça dure 16 semaines, c'est divisé en trois parties. Tout ça, c'est sur le site web. C'est divisé en trois parties avec les différents programmes que vous allez regarder. Et à la fin, la première partie, on travaille sur la stratégie et le produit. La seconde partie, on travaille sur la scalabilité et la capacité de conseil. La troisième partie, on va travailler sur la capacité à lever des fonds. Parce D'accord. qu'un investisseur, faut parler son langage, en fait. Et à la fin des 16 semaines, on organise un démo day. On l'a eu dans le mois de juillet au Novotel. C'était super. Ça s'est très bien fait. On a appris, il y avait, le jury était des personnes high level, directeur de fonds d'investissement, président de club de business angel, directeur de family office. C'était pas nous. Il y avait même le directeur startup du ministère qui était là. C'est devant eux que les startups ont pitché. Et il y avait tout un parterre d'investisseurs. Il y avait l'association des investisseurs en capital de Côte d'Ivoire qui avait été invité. Donc, tu avais près de 20 investisseurs qui étaient dans la salle. Tu avais vraiment tout le monde qui était là. Et voilà comment ça fonctionne. D'accord. Non, mais c'est vraiment super intéressant. Et sur les startups que tu accompagnes, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu vois? Est-ce que c'est plutôt sur la partie tech? Est-ce que c'est plutôt sur la partie go-to-market? Est-ce que c'est plutôt sur que tu disais, le product, vraiment réussir à trouver son product market fit? Quelles sont aujourd'hui les plus grosses difficultés que tu rencontres? Les trois points. Le premier, c'est le product market fit, je pense. C'est ça. C'est le plus dur. Vous savez, les jeunes Ivoiriens ont 1 million d'idées. En fait. C'est un peuple qui est tellement fécond en matière d'idées. Les jeunes Africains les jeunes Africains sont brillants.
Ça, vraiment, comme je dis, j'ai eu la chance de faire mes études. J'ai fait ESCP, 1 million, donc j'ai fait un peu de formation à Harvard. Je ne suis pas d'accord qu'on trouve que les jeunes Ivoiriens, enfin les jeunes Africains, sont en retard dans le mindset, en fait. Je ne suis pas très d'accord. Les jeunes ont beaucoup de belles cités. Mais ils n'arrivent toujours pas à traduire l'idée en produit. C'est-à-dire un produit qui peut s'imposer sur un marché. Mais ça, je leur en veux pas, en fait. Moi, j'en veux un peu au système, au système d'éducation, en fait. Au système d'éducation. L'éducation, enfin, la formation, que ce soit lycée ou bien université, il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui sont capables de donner cette capacité-là à un jeune qui a fait la formation, de transformer une idée ou même un code, un logiciel en produit. En produit. Je veux dire, faire ce shift-là. Généralement, c'est là que ça pêche, en fait. C'est là que ça. Tu vois. Là, j'en veux pas aux jeunes. Hein. Les jeunes sont brillants. Même aux moins jeunes, parce que tu as des personnes de 40 ans, 45 qui lancent des startups. Aujourd'hui, là, vraiment pas. Je pense même que l'âge, même idéalement, pour lancer une startup, c'est là. C'est le 35, la trentaine, quarantaine. Pourquoi? Parce que tu as une expérience, en fait, de la vie. Tu as une expérience d'entreprise, en fait. Et tu sais apporter une certaine plus-value, en fait. Premièrement, vraiment, c'est ça. Trouver le bon produit. Et troisièmement, la scalabilité du produit. Parce que souvent, il y a le bon produit, mais il n'est pas suffisamment scalable. Parce qu'un bon produit est scalable. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment trouver le bon produit, en fait, pour moi. Et oui, donc vraiment, ce serait ça. Et je pense que quand tu as le bon produit, tu vas trouver les investisseurs. Tu sais, les gens ont envie de gagner de l'argent. Bien sûr. Donc, si tu leur présenter quelque chose, font sur de gagner de l'argent, j'ai aucune raison qu'ils ne te financent pas. Si on ne te finance pas, c'est qu'on n'est pas très sûr qu'avec ton produit, on va gagner de l'argent dessus. D'accord, d'accord, ça marche. Est-ce que sur les 4 mois du programme d'accélération, est-ce que vous monitorez un peu leur avancée de chiffre d'affaires? Est-ce que vous les encouragez à aller sur le marché déjà? Pour celles qui doivent aller sur le marché, bien sûr, hein. Est-ce que vous les encouragez à aller sur le marché? Est-ce que vous monitorez leur avancée de chiffre d'affaires, leur métrique, etc.? Ouais. On travaille tout le chiffre d'affaires, les métriques. Il y a un coût qui est dédié même au pilotage de la startup. Comment est-ce que tu calcules tes indicateurs de performance, toi, précisément? Et comment est-ce que tu dois mesurer l'activité de ta startup? Il y a un cours qui est dédié à ça. D'accord, Et qui est fait par un directeur de microfinance. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de monitorer en fait, l'activité de PME. Parce que quand d'accord. tu fais l'accélérateur, après, je veux dire, tu loges ton compte dans une banque de microfinance. Ouais, d'accord. Mais du coup, je vais dire à quel point est-ce que vous les encouragez à aller sur le marché, donc à pratiquer directement. Ça dépend encore de la startup. Il y a des startups qui sont pas prêtes, qui sont les budgets. Puis il y a des startups qui sont déjà sur le marché, qui rentrent en accélérateur, en fait. Ah, d'accord, ça marche. Ok. Donc, d'accord, ok. Et du coup, je voulais juste te rebondir sur la fin un peu des démodés. Donc, après les démodés, il me semble que vous n'investissez pas dans toutes les startups de la cohorte. Donc, il en reste 30. Enfin, du coup, si je repars du début, il y en a 200 qui postulent. Vous en retenez 30 pour la cohorte à peu près. Et vous en investissez dans combien? Est-ce qu'il y a un nombre précis dans lequel vous investissez ou bien c'est vraiment les meilleurs? Si les 30 sont très bonnes, prêtes à recevoir de l'investissement, Il vous... faut vous comprendre. Parce qu'il y a des startups dans lesquelles on va investir nous directement. D'accord. Il y a des startups dans lesquelles il y a des partenaires VC, family office, qui seront intéressés. Donc, on va faire un investissement, ce qu'on appelle en syndication, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Donc, ça dépendra vraiment. D'accord. Et c'est quoi vos termes? Enfin, est-ce que vous avez des termes fixes, genre, comme je vois ici, qui fait 500 000 euros pour 7%, enfin 500 000 dollars, pardon, pour 7%. Comme on dit, ça dépend des startups, en fait. YC, pour le faire, en fait, ils prennent des startups qui sont de niveau de maturité similaire. Comme ça, ils sont sûrs que les valorisations sont plus ou moins égales. Nous, en fait, on n'a pas cette contrainte-là. Donc, tu peux avoir des startups qui rentrent avec une valorisation de 100 000 euros, des startups qui vont rentrer une valorisation de 2 millions d'euros. Donc, tu ne veux pas dire directement, je rentre avec du 7% pour 1 million, tu vois. Bien sûr. En fait. D'accord. Donc, on va faire la valo. Quand on a fini le programme, on fait le valo. D'accord. Puis, Est-ce qu'on peut savoir juste la base sur laquelle vous faites de la valo? Il y a une base tout particulière, enfin, parce qu'à ce moment-là, en général, il n'y a pas de métrique vraiment par la valo, donc c'est sur quelle base? ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu as
je travaille avec pas le DCF, parce qu'à ce stade, là, tu as encore la bonne période. Donc, le DCF, c'est pas très pertinent. Puis, c'est pas pertinent, mais le DCF ou des startups tech à ce niveau de maturité. Donc, on va travailler soit la Venture Capital Method, on va travailler avec la Risk Method et on va travailler avec les comparables. Malheureusement, contrairement à ce qu'on oublie, c'est que le métier d'investissement est un métier d'homme. Ce sont les hommes qui discutent. Mhm. Il y a des transactions que j'ai faites où, bon, il y a les deux valos qui sont là, et puis on met les valeurs à côté. Et puis on s'assoit et puis on discute, en fait. Ok, non, non, c'est clair. Juste pour revenir sur, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, pour finir, sur la data et ce qu'on est en train de travailler là sur Aquinia. À quel point tu penses qu'un outil comme Aquinia, donc d'agrégation de données, un peu d'intelligence financière en Afrique pourrait aider, pourrait toi t'aider un peu dans ton travail d'investisseur au jour le jour et aider potentiellement les startups que tu accompagnes également à un peu se positionner sur leur marché et savoir ce qui se fait peut-être dans les pays, d'autres pays africains qui peuvent avoir les mêmes dynamiques, auxquels elles peuvent se comparer, avoir aussi, je pense, peut-être des métriques ou des vues sur les transactions passées qu'ils auraient pu y avoir dans les mêmes secteurs. Donc, à quel point tu penses que ce genre d'initiative pourrait aider? Trouver les bons comparables, en fait, c'est l'une des choses qui font que les valos prennent beaucoup de temps, parce que c'est difficile à trouver. Euh, L'information n'est pas publique, ou elle est difficile à trouver, elle est cachée, donc c'est difficile de pouvoir trouver à quoi je vais comparer, en fait. Et même quand une startup vient te voir, en fait, et qu'elle te donne ces chiffres, c'est pas toujours que tu arrives à trouver des, des, mo- des points de comparaison, des benchmarks de comparaison, en fait. Voilà. Donc, un outil qui est capable de me faire tout le travail de recherche d'informations, tu vois, ce qui est très laborieux, qui prend beaucoup de temps, qui mobilise beaucoup de personnes, juste pour trouver la bonne information. Je me rappelle que souvent, tu peux perdre 48 heures parce que tu t'as pas la bonne information sur la startup, en fait. Tu sais pas à quoi tu vas comparer la startup. Tu n'as aucune transaction similaire. Elle existe, mais tu ne retrouves pas l'information. Donc, oui, ce genre de produit, franchement, actuellement, c'est un produit, ce sont des produits que je cherche avec, comme on le dit avec Torche, comme on le dit à Abidjan, en fait. Parce que tu as vraiment besoin d'avoir l'information financière. C'est vraiment difficile à avoir. D'accord. D'accord. J'aimerais juste revenir rapidement sur les exits, le marché des exits, vu que vous mettez un ticket, donc j'imagine que ça pourra sortir un jour. Un peu une question globale, hein. Comment toi tu entrevois le marché des exits dans la tech africaine aujourd'hui? C'est vraiment très global. Il y en a qui disent que c'est vraiment ça qu'il manque, c'est vraiment des gros corporates qui rachètent des startups, qui s'intéressent à ça, vraiment pour acheter des startups un peu comme dans le modèle américain, entre guillemets, où ça marche un peu mieux vu que ils sont très aguerris de ça et ils le font déjà. Comment toi, tu entrevois vraiment les exits? Est-ce que tu as des plans via ton réseau, etc., où tu sais que ça va bien se passer ou alors tu as peut-être d'autres idées aujourd'hui? Charlie Axel. Il y a trois façons de faire un exit. La première façon, c'est avec un VC partenaire. C'est-à-dire, toi, par exemple, si tu es en seed et en pré-seed, certains VC, certains fonds sont dédiés série A. Donc, une fois que toi, tu as fini d'accompagner la startup sur la partie seed et VC, seed et pré-seed, tu passes la main, en fait, tu passes le relais à un autre fonds qui est lui dédié série A, en fait. Donc, il prend le relais, il te rachète tes parts, puis ça. Ensuite, tu as la meilleure partie, je pense, et c'est celle que j'aime bien, c'est quand les fondateurs eux-mêmes achètent tes actions. Parce Ok. qu'ils croient tellement en leur produit que voilà, ils peuvent racheter tes actions. Et puis tu as la troisième partie qui est très peu développée, c'est de faire de l'IPO, sortir en bourse. Voilà. Les deux ceux sur qu'on est vraiment focus, en fait, c'est tout ce qui est sur les deux premiers, en fait. Si tu veux racheter par un VC ou un business angel ou bien racheter par les fondateurs. Ce sont vraiment eux. Donc, est-ce qu'il y a une méthode classique? Il n'y en a pas, ça dépend. Ça dépend vraiment. On parle, c'est deux hommes qui parlent, en fait. C'est-à-dire où la valo dit non, ou même tout le truc d'analyse dit non. Et puis le médecin dit, moi, je vais quand même racheter parce que je sens qu'il y a un bon feeling sur l'instant. J'ai un bon feeling avec avec le fondateur. Et ce sont des discussions d'homme à homme, en fait. D'homme à homme. Tu dis, d'accord, oui, d'accord. Bon. OK, donc le deal se fait. Bon, il a acheté son truc parce qu'il sent. Et l'avenir a montré qu'il avait raison d'acheter.
Donc, c'est pas un métier où tu es. Ce que je dis, investir dans la tech, c'est vraiment différent du monde Classe. de l'investissement classique, vraiment. Mhm. On est vraiment dans. C'est vraiment un métier d'homme à homme. Il faut vraiment avoir la sensibilité produit. Quand Jamo se lançait, pour prendre l'exemple, je vais le citer, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et de gros business angels au début qui ont cru, mais encore quoi, par affinité pour les gars. C'est pas qu'ils croyaient au produit, mais c'est comme celui qui a lancé le produit. Je le connais bien, on est truc, donc je lui donne les capitaux pour qu'il se lance. Sinon, le produit, personne n'y croyait au départ. Aujourd'hui, tout le monde court pour investir dans Jamo. Tout le monde coupe, tout le monde demande pardon à Jamo pour investir dans Jamo. Mhm. C'est qu'au début, si tu regardes les analyses start-up, les analyses VC de Jamo au début, tu aurais trouvé beaucoup de points négatifs. Carte prépayée. Ça marche. Mieux vaut, on préfère la carte à ça à la banque. Bien sûr. Non, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que je pense que c'est un point qui est beaucoup revu dans les interviews qu'on a fait même précédemment. C'est que, voilà, tu parlais aussi de DTF, de méthode de valorisation, transactions comparables, etc. Mais qu'au final, à la fin, une transaction entre deux personnes, c'est voilà, une discussion entre deux personnes qui doivent se mettre d'accord sur un prix. Et peut-être que le prix final qui va être décidé, c'est pas le prix que les valos vont donner, c'est pas le prix que le DCF va donner, etc. C'est le prix sur lequel les deux personnes vont se mettre d'accord. Et je pense que ça serait quelque chose peut-être qui est très important et encore plus dans la tech où souvent les valeurs sont très, très décorrélés des résultats qu'on peut obtenir dans les méthodes de valorisation classiques pour les entreprises vraiment matures ou même sur des PME. Donc, non, c'est quelque chose qui revient beaucoup et je pense que c'est vraiment un point à avoir en tête lors d'une transaction et d'une négociation. Le monde de la tech est un monde à part. Et l'investissement dans la tech, je le répète encore, c'est un métier qui est à part. Mhm. Faut que les entreprises fassent, enfin, les business schools fassent un master investir dans la tech. Je ne sais pas comment le dire, mais non, non, il faut qu'il y ait un master investir dans la tech. Avant de lancer une formation spécifique, celle que j'ai faite, et c'était clair, quoi. C'est carrément différent. Les cours, c'était pas les cours classiques. C'était des études de cas qu'on regardait avec le prof. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver des cours classiques, en fait, tels qu'on le connaît, pour un investisseur dans la tech. Et je pense que l'affect aussi rentre aussi beaucoup en jeu. Peut-être que quelqu'un va se dire, moi, moi, je me vois plus investir dans Jamo, d'autres qui va se dire, moi, je me vois plus investir dans Julaya, etc. C'est vraiment aussi ton affect et comment tu vois la startup évoluer au fur et à mesure. C'est un métier d'homme. Mhm. Ce sont vraiment des, je vais dire, ce sont vraiment des hommes qui discutent entre eux. Juste pour finir, Fabrice, merci encore pour ton temps et pour tous les insights que tu nous as partagés. Voilà, j'avais une dernière question pour toi, en fait, deux dernières. La première, c'était, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur Aquinas, qui suivent un peu notre parcours, surtout des jeunes étudiants qui suivent ce qu'on fait. Quel conseil tu leur donnerais, que tu donnerais à un étudiant ou au Fabrice il y a 10, 15 ans, 20 ans qui aujourd'hui est managing director chez ABX? Si aujourd'hui un jeune voulait entrer en VC, devenir investisseur en tech, quel est le conseil que tu lui donnerais? Il faut avoir un plan. OK. Il faut avoir un plan sur plusieurs années, en fait. En 2009, j'avais mon plan. Et Mmh. comme l'image que je donnais, j'étais en tech et je m'étais dit, je veux devenir investisseur VC. Et il fallait passer, je m'étais dit, c'est bien, il faut que je comprenne le business, en fait. Donc, il fallait passer par le conseil en strat. J'ai demandé à entrer un Big Four parce que j'avais un plan. Donc, je suis rentré à Deloitte parce que j'avais un plan, en fait. Et donc, à Deloitte, j'ai travaillé sur des problématiques strat et j'ai appris, en fait. C'était souvent difficile parce que c'était la reconversion, mais j'avais un plan. Donc, tu établis ton plan, tu dis les formations dont tu as besoin, tu dis par où tu as besoin de passer et tu t'y tiens, tout Mmh. simplement. Il faut vraiment OK. faut avoir un plan, en fait. Aujourd'hui, ça paraît simple pour tout le monde. Je me rappelle que j'étais à Deloitte, je l'ai rendu encore comme témoignage sur les réseaux sociaux, que quand j'étais à Deloitte, j'invitais avec mon argent des personnes qui travaillaient en VC, donc qui avaient peut-être 4 à 5 fois mon salaire, quoi. Je les invitais à midi.
Les Du coup, restaurants, avec eux. dans les restaurants de leur level, quoi. Et Bien puis, sûr. ce que tu sais, tu vois, oui, ça là, comment ça marche, quel est le langage, comment ça fonctionne, de quoi tu as besoin. Qu'elle me disait, oui, tu dois avoir tel skills. Quand je rentrais à la maison le soir, là, j'allais télécharger des study cases, en fait, ou bien des livres PDF sur Internet. Et moi-même, j'essayais de traiter les study cases, là. Ça qu'on me dise, mes week-ends, c'est comme ça que je fais ça, en fait. C'est pas ça, parce que c'est ça que j'ai fait les master après EM Lyon, puis ESCP. Bien C'est sûr. que, donc vraiment, faut avoir un peu, puis tu t'y tiens. Et à la fin, voilà, ça paye quand même. Tu as un plan et tu t'y tiens, quoi, tu vois. Voilà. Donc vraiment, faut avoir un plan. Faut avoir un plan, quoi. Faut pas te lâcher le plan et puis tu t'y tiens. Et tu essaies de voir. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, je pense que ce serait ça. C'est pas facile, non, c'est pas facile du tout. D'accord. Non, mais ce que je retiens, c'est que vraiment, par rapport à ton parcours et tout ce que tu nous as dit, c'est que voilà, un parcours, ça se construit au fur et à mesure au fur et à mesure du temps. Même si on sait qu'on a un objectif peut-être à 10 ans, 15 ans, il faut pouvoir mettre en place toutes les briques au fur et à mesure des années pour pouvoir y arriver. Et un truc aussi que je retiens aussi, c'est que c'est vraiment le networking, les rencontres que tu as pu faire un peu au quotidien. Et toi, l'envie que tu avais de pouvoir avoir ce parcours-là. Tu as parlé des masters exécutifs que tu as fait à l'ESCP et à l'EM Lyon, les cours que tu suivais en parallèle, les case studies que tu préparais. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est, je pense, inspirant pour tout le monde. D'accord. Euh, pour finir et pour clôturer cet épisode, ce qu'on aime bien demander, ce que je te demanderais, c'est est-ce que toi, tu as 2 ou 3 personnes, en tête que tu aimerais bien voir passer dans Aquinia Talks, que tu connaîtrais ou même d'autres personnes peut-être que tu connaîtrais pas? Et quelle est la question que tu leur poserais? Euh, bon, des personnes qui passeraient, oui, je dirais Habib Bamba, OK, Chief Digital Officer à Orange Côte d'Ivoire. OK. Est-ce que vous pouvez discuter avec lui, ça serait top. Je pense que lui, vous pouvez parler avec lui, ça serait top. Et encore, toujours dans le même domaine, hein, Bien sûr. de l'investissement, c'est ça. Cheikh Suleiman Diallo, qui est Senior Director à Enco Capital. OK. Après de faire un excellent boulot avec, c'est le président des investissements en capital, qui est en train de faire vraiment un excellent boulot. Je pense que vous devez discuter avec lui. En fait, Habib, parce qu'il est directeur de Orange Digital Center, donc je pense qu'il vient de lui parler. Cheikh Diallo, le président des investissements en capital, il vient de lui parler. Je pense que les deux, ce serait vraiment top. Euh, vraiment de top. Et puis, Constant Kwamekra, qui est Africa 50, D'accord. Africa 50 de la banque, oui, Constant Kwamekra, qui est peut-être l'un des meilleurs directeurs d'investissement en matière d'infra que je connaisse. OK. OK. Vraiment, vraiment l'un des meilleurs, quoi. Il est excellent. Et puis, je l'ai emmêlé sur des vis, et puis il m'a appris beaucoup de choses aussi. OK. Non, mais merci beaucoup, Fabrice. C'est une belle manière de clôturer cet épisode. Merci pour tous les insights que tu nous as apportés. Et, et Le bah, meilleur le meilleur pour ABX Axel, hein. Le meilleur. Allez, à plus tout le monde. Merci encore. merci, Fabrice. Que Dieu nous garde.